Normalement, les parents espèrent que leurs soins pour leurs enfants produiront de bonnes choses à l'avenir. Mais parfois, en essayant de protéger son enfant des erreurs, on peut franchir imperceptiblement une dangereuse frontière derrière laquelle se cachent de terribles conséquences. Le matin du 15 mars 2015, des policiers en patrouille près de la ville de South Whitehall, en Pennsylvanie, aux États-Unis, ont remarqué une étrange Ford Freestyle à moitié immergée dans un étang. Ils ont décidé de l'examiner, l'ont éclairé avec des lampes de poche et ont vu plusieurs taches suspectes. Les portes étaient ouvertes et une forte odeur de produits de nettoyage a frappé les forces de l'ordre. Malgré les tentatives de nettoyage de l'intérieur, des traces de quelque chose d'inhabituel subsistaient. La voiture appartenait à Cheryl Silvonic, âgée de 54 ans. L'un des agents a remarqué de la terre remuée à proximité. En l'examinant, ils ont découvert quelque chose d'inquiétant. Les experts ont confirmé qu'il s'agissait de Cheryl. Elle présentait de nombreuses blessures, en particulier dans la région du cou. Les traces indiquaient une attaque violente et la lutte de la victime pour survivre. Selon l'évaluation des experts, Cheryl avait cessé de montrer des signes de vie quelques heures avant l'arrivée des policiers en patrouille. Il semblait que l'agresseur avait essayé de faire couler la voiture avec son contenu. Mais en raison de la rive instable, le véhicule s'était simplement enlisé dans la boue. Il semble que l'agresseur ait paniqué et tenté d'effacer les traces de son acte, mais cela n'a pas aidé. Compte tenu de la nature de l'incident, les enquêteurs ont immédiatement suspecté qu'il s'agissait de quelqu'un de l'entourage proche de la femme. Lorsque les enquêteurs sont arrivés à l'adresse de Cheryl pour informer les proches de l'incident, ils ont trouvé son mari à la maison, qui avait dormi toute la nuit sans se douter de la tragédie. Une jeune fille vivait également dans la maison, qui avait une relation avec un garçon plus âgé. Le jeune homme et le mari sont immédiatement devenus suspects, mais la vérité s'est avérée encore plus choquante. Cheryl était mariée et élevait 2 enfants. Son mari s'appelait David. David travaillait comme pharmacien dans la pharmacie locale et Cheryl travaillait à l'hôpital de la ville. Leur fils aîné étudiait déjà à l'université. En 2001, leur fille Jamie est née, devenant la véritable préférée de son père. Depuis son plus jeune âge, Jamie était plus proche de son père que de sa mère. Ils partageaient des intérêts communs, la pêche, la chasse et l'amour des motos. À l'école, Jamie se faisait facilement des amis, était sociable et étudiait bien. Mais à l'adolescence, une phase de rébellion a commencé, conduisant à de fréquents conflits familiaux, en particulier avec sa mère. Vers la fin de l'année 2014, la situation s'est aggravée. Jamie est devenue plus renfermée, communiquant moins avec sa famille, même avec son père. Elle a commencé à quitter régulièrement la maison et refusait de dire où et avec qui elle passait son temps. La situation se répétait encore et encore. Ses notes scolaires se sont détériorées et la jeune rebelle a même insisté pour vivre quelques mois avec des amis dans un appartement en location. Les parents l'ont difficilement convaincue de rentrer à la maison. Jusqu'en mars 2015, Cheryl ne comprenait pas les raisons des changements brusques d'humeur et de comportement de sa fille, jusqu'à ce qu'elle découvre finalement la vérité. Il s'est avéré que la fille avait rencontré un prétendant beaucoup plus âgé pendant son séjour chez des amis. Pour son âge, cette différence d'âge était considérable. La mère pressentait que cela pourrait mal se terminer. Cheryl était contre cette relation, mais la fille ne l'écoutait pas, ce qui ne faisait qu'aggraver les conflits familiaux. Il a été révélé que Jamie était tombée amoureuse d'un soldat nommé Caleb Barnes, d'une caserne du Maryland. Leur rencontre avait commencé bien avant ces événements lors d'un festival de rock où Jamie s'était rendue avec des amis. C'est là qu'elle a rencontré Caleb grâce à une connaissance commune. Ils s'écrivaient sur les réseaux sociaux et par SMS, s'appelaient souvent et se rencontraient quand Caleb était en ville. C'est précisément à cette époque que les relations avec la famille ont commencé à se détériorer.
Jamie craignant d'être découverte. Elle savait que ses parents n'approuveraient pas sa fréquentation d'un jeune homme plus âgé. C'est ce qui s'est produit. Mais seulement 1 an plus tard, lorsque le lien entre les jeunes gens était devenu plus fort. Début mai 2015, Cheryl a découvert la correspondance secrète de sa fille Jamie avec un certain Caleb. Il s'est avéré qu'ils se rencontraient souvent. En essayant d'en savoir plus, la mère a appris qu'il s'agissait d'un homme adulte, ce qui l'a beaucoup inquiétée. Quand Jamie a compris qu'elle avait été démasquée, elle a essayé de tromper sa mère en disant que Caleb n'avait que 16 ans. Mais Cheryl savait qu'il servait dans l'armée et devait donc être plus âgé. Lorsqu'elle a appris la vérité sur l'âge de l'homme, la femme a été choquée par la situation dans laquelle Jamie s'était retrouvée. Cheryl a pris contact avec Caleb, âgé de 20 ans. Il a fait semblant de croire que Jamie allait bientôt avoir 18 ans. En réalité, il connaissait la vérité depuis longtemps, mais avait décidé de poursuivre la relation en secret. La mère a expliqué à Caleb que son comportement pourrait avoir de graves conséquences. Le jeune homme a joué le jeu et a fait semblant d'accepter de rompre le contact, mais cela s'est avéré faux. Le couple amoureux a continué à se rencontrer en étant encore plus prudent. Environ 1 semaine avant l'événement tragique, Cheryl a surpris le couple ensemble dans le sous-sol de la maison. La femme en colère a jeté Caleb dehors et a menacé d'aller à la police. Plus tard, ils ont eu une brève conversation téléphonique dont le contenu est resté inconnu. Probablement, la mère essayait de convaincre le jeune homme de rompre le contact avec Jamie. Elle ne se doutait pas à quel point la situation était devenue grave et que sa fille attendait un enfant. Peu après, Caleb a contacté Jamie par téléphone. Quelques jours après leur conversation, l'incident tragique avec Cheryl s'est produit. Maintenant, les enquêteurs se trouvaient face à une situation où une femme qui avait essayé de protéger sa fille avait été blessée. Un soupçon est apparu. Les 2 amoureux auraient-ils pu planifier cet horrible incident pour éliminer un obstacle sur le chemin de leur bonheur? Malheureusement, de telles histoires ne sont pas rares. Après avoir appris la relation des jeunes gens, la police s'est concentrée sur Caleb comme principal suspect, mais n'a pas exclu Jamie du cercle des suspects. Lors de leur première visite à la maison des Slivonic, les agents ont remarqué des égratignures sur les bras de Jamie et quelques écorchures sur son visage, ce qui a renforcé les soupçons de son implication. Une profonde coupure a également été découverte sur la main droite de Caleb. Les soupçons contre le jeune couple se sont intensifiés et les enquêteurs ont continué à recueillir des informations à leur sujet. Il s'est avéré que Jamie avait demandé à sa mère, quelques jours avant l'incident, la permission d'aller à un festival dans la ville voisine de Scranton. Elle insistait pour y aller seule, mais la mère était naturellement contre et s'inquiétait pour la sécurité de sa fille. Les enquêteurs ont examiné toute la correspondance du jeune couple et de Cheryl. Dans l'une des conversations sur ce sujet, alors que la jeune femme était à l'école, la mère a écrit qu'elle n'approuverait pas cette relation jusqu'à ce que sa fille soit adulte. La fille a essayé de faire pression sur sa mère en menaçant de bouder ou de quitter la maison. Finalement, elle a obtenu gain de cause. La mère a cédé et a même accepté de la conduire. Cheryl voulait profiter du trajet pour clarifier la situation entre les jeunes gens. Après l'ultimatum de la mère, la jeune femme a écrit avec colère à son petit ami qu'elle souhaitait que sa mère disparaisse. Il a convenu que cela résoudrait les problèmes. Il est devenu clair à partir de la communication que Jamie attendait un enfant. Elle a répondu à sa mère en acceptant la proposition. Elles ont convenu que la femme conduirait le couple à un concert dans la ville voisine le soir après les cours. Il y a ensuite eu un échange inquiétant entre les jeunes gens qui ressemblait à une discussion sur quelque chose de mauvais. Il était prévu que Cheryl les conduise en voiture. Elle n'avait pas l'intention d'assister à l'événement et voulait attendre dans la voiture. Après cela, tous les 3 devaient rentrer à la maison. Selon le plan, Jamie voulait faire quelque chose de terrible à sa mère à ce moment précis.
Après avoir lu ces messages, les forces de l'ordre étaient convaincues de l'implication des deux dans l'incident. Maintenant, ils devaient le prouver. L'examen de la voiture a montré que quelque chose d'horrible s'était produit à l'intérieur, comme suggéré dans la correspondance. Cheryl a été victime d'un acte de violence qui a conduit à une issue tragique en quelques minutes. Selon l'enquête, les deux personnes impliquées ont ensuite dîné tranquillement dans un restaurant rapide. Puis, ils sont allés dans un magasin où ils ont acheté des produits de nettoyage, de l'eau de Javel et des gants. Il semble que toutes ces actions visaient à effacer les traces. Les jeunes gens ont été filmés par les caméras de surveillance d'un magasin Walmart. Après avoir visionné les images, les représentants de la loi ont été choqués. La jeune femme semblait même plus joyeuse que d'habitude, comme si l'absence de sa mère la réjouissait. Elle ne montrait aucun remords pour ce qui s'était passé, mais semblait au contraire satisfaite de pouvoir voir son petit ami plus âgé sans entrave. Le couple est retourné sur les lieux du crime et a essayé d'effacer les traces à l'intérieur. Mais cela s'est avéré difficile, et ils ont abandonné cette tentative. Ils ont essayé de se débarrasser de la voiture dans un plan d'eau, mais elle n'a pas coulé, ce qui les a obligés à recourir à d'autres mesures. La correspondance a révélé qu'ils avaient initialement prévu de fuir dans un autre état, mais ils ont abandonné cette idée, sachant qu'ils deviendraient immédiatement les principaux suspects. Néanmoins, cela ne les a pas aidés à échapper aux soupçons. Le soir de l'incident, le père de la jeune femme, David, n'a pas eu de soupçons. L'homme avait des problèmes de sommeil et a pris un somnifère. Sachant que sa femme et sa fille ne reviendraient que le matin, il a dormi tranquillement toute la nuit, sans se douter de ce qui se passait. David n'a appris l'incident que le lendemain, lorsque des traces de l'événement ont été découvertes. Il ne se doutait pas qu'il aurait pu être lui-même en danger. Jamie et son petit ami ont été arrêtés et accusés d'un crime grave et de dissimulation de preuves. On a d'abord supposé que l'agresseur était un militaire. On pensait que la jeune femme pouvait difficilement maîtriser une femme adulte, mais malgré des traces évidentes de lutte, le jeune homme n'avait pas de blessure visible à part une blessure à la main. Il s'est avéré qu'il était assis sur le siège arrière, ce qui rendait ses actions difficiles. Selon l'expert, l'impact sur Cheryl venait de la droite. La position indiquait que les actions avaient été effectuées par quelqu'un assis sur le siège passager, où se trouvait Jamie, la fille de la victime. La jeune femme avait un ongle endommagé et des traces de lutte étaient visibles sur ses mains et son visage. Il est devenu clair que le jeune homme avait peut-être joué un rôle moins important dans cet incident qu'on ne le pensait initialement. Le rôle principal appartenait probablement à Jamie. Seules des conversations pouvaient aider à clarifier la situation. Lors de la conversation avec les forces de l'ordre, Caleb a fait des déclarations confuses et contradictoires. Au début, il a prétendu ne pas savoir ce qui était arrivé à Cheryl. Mais quand on lui a parlé du voyage commun, il a changé son histoire. Il a alors admis qu'ils étaient tous les trois au festival et que Cheryl les avait conduits. Selon ses dires, la femme les a ramenés à la maison. Il est descendu et est allé dormir sans remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Le jeune homme a affirmé qu'il n'aurait pas pu imaginer une telle issue du voyage et croyait que sa petite amie n'était pas capable de faire une telle chose. Caleb a insisté sur son innocence et semblait défendre la fille. Cependant, quand il a appris l'existence de la correspondance découverte avec Jamie, il a commencé à rejeter la responsabilité sur elle. Il a raconté qu'il avait laissé Jamie et sa mère dans la voiture pour discuter pendant qu'il allait se promener. À son retour, il a vu Cheryl immobile et Jamie portant des traces de l'incident. Il a admis avoir aidé à effacer les traces, mais a nié toute implication dans l'incident lui-même. Au début, Jamie a également dit qu'elle ne savait pas qui aurait pu faire du mal à sa mère, mais son histoire a changé au cours de la conversation. Finalement, elle a dit
que sa mère l'avait conduite chez Caleb et était ensuite partie. On a supposé que l'incident s'était produit lorsque la dame rentrait seule chez elle et avait été attaquée par un étranger. Lors des interrogatoires, la jeune personne pleurait souvent et parlait de son amour pour sa mère, mais cela s'est avéré faux. Les preuves recueillies indiquaient clairement son implication dans l'incident. Au moment de son arrestation, les traces de la lutte n'avaient pas encore guéri chez la jeune femme, ce qui indiquait clairement son implication. Mais elle niait sa culpabilité et inventait diverses excuses. Près du lieu du crime, on a trouvé un objet tranchant qui avait été jeté à une dizaine de mètres. Les experts y ont découvert des traces de 2 personnes. Sur la lame, il y avait des traces de Cheryl, et sur le manche, des empreintes de Jamie. Cela confirmait la version des enquêteurs sur l'implication de la fille dans l'incident avec la mère. Le procureur a supposé que la femme voulait profiter du voyage au festival pour se rapprocher des jeunes et discuter de leur relation. Elle voulait préserver sa fille des erreurs de jeunesse, sans se douter du plan qui avait été préparé contre elle. Les enquêteurs ont examiné la correspondance du couple arrêté. Il s'est avéré que Jamie était l'initiatrice de l'incident et n'avait pas l'intention de s'arrêter. Dans l'un des dialogues, elle insistait pour éliminer non seulement sa mère, mais aussi son père qui pourrait perturber son bonheur. Sans le savoir, le père bien-aimé de Jamie était en danger. David a été informé du plan prévu contre lui. Bien que le père ait également été affecté, il ne pouvait pas accepter ce qui s'était passé. L'homme a essayé jusqu'au bout de défendre sa fille. Il a critiqué le système judiciaire américain pour son intention de juger Jamie comme une adulte. Le père croyait que sa fille, même si elle était impliquée dans l'incident, n'avait pas compris les conséquences de ses actes en raison de son jeune âge. Selon lui, Jamie avait besoin d'un établissement spécial pour les jeunes qui lui donnerait une chance de s'améliorer à l'avenir. Lorsque ces arguments n'ont pas convaincu la police, il a insisté sur la nécessité d'un examen psychiatrique pour Jamie, car il soupçonnait des problèmes de santé chez elle. L'examen a été effectué, mais les experts n'ont trouvé aucune anomalie et la thèse de l'irresponsabilité a été abandonnée. Ensuite, David a dénoncé les médias qui, selon lui, avaient injustement sali l'image de sa fille. L'homme a persisté dans l'opinion qu'elle ne pouvait être ni l'initiatrice, ni la principale participante des événements regrettables. Selon le père, toute la faute incombait à Caleb, qui avait fortement influencé Jamie et l'avait monté contre sa mère. Cependant, de nombreux faits contredisaient cette version. Malgré son jeune âge, Jamie se distinguait par une grande intelligence et un comportement adulte. Les adultes communiquaient avec elle d'égal à égal, et à l'école, elle était en avance sur ses camarades dans son développement, ce qui indiquait sa capacité à comprendre ses actions. Tous les efforts du père se sont avérés vains, et ses demandes ont été rejetées. Il a été décidé de juger Jamie selon les normes adultes. Une peine sévère était en jeu. Il a été décidé de mener des procès séparés pour chaque personne impliquée. L'expert médical a présenté au tribunal un rapport officiel sur les circonstances clés de l'incident avec Cheryl. Selon lui, tout a duré environ 20 minutes. La femme a perdu connaissance à cause des blessures subies, puis est décédée. Cependant, il était extrêmement difficile de déterminer le rôle exact de chacun des jeunes gens dans cet incident. On sait que Jamie avait un outil, mais Caleb n'est probablement pas resté inactif non plus. On a supposé que le jeune homme aidait sa petite amie en retenant la victime par derrière. Cependant, aucune trace d'ADN ni d'empreinte digitale de Caleb n'ont été trouvées sur Cheryl, malgré sa blessure. La théorie selon laquelle il aurait pu agir avec précaution a été envisagée. La jeune Jamie et son petit ami continuaient de nier leur implication dans l'incident dans la voiture. Le principal témoin à charge était une amie proche de Jamie. Selon son témoignage, elles avaient discuté une semaine avant l'incident et Jamie avait partagé ses inquiétudes. Elle se plaignait du manque de compréhension de sa mère et craignait de devoir se séparer de son petit ami.
Jamie avait même mentionné l'idée de se débarrasser de sa mère et s'inquiétait du succès de ce projet. L'ami a rapporté que Jamie et Caleb avaient initialement prévu que ce soit lui qui exécute le plan. Cependant, compte tenu de son âge, c'était risqué. Le jeune homme aurait pu se retrouver derrière les barreaux pour longtemps. Après une discussion, ils ont décidé que Jamie agirait elle-même. Les jeunes gens croyaient qu'en raison de son jeune âge, elle pourrait échapper à une punition. Malheureusement, l'ami n'a pas pris ses paroles au sérieux et n'a pas informé les autorités. Lors d'une conversation ultérieure, le couple a discuté du choix des moyens pour mettre en œuvre le plan. L'ami, n'en croyant pas ses oreilles, a posé des questions. Quand Jamie a remarqué sa confusion, elle a fait un geste de la main et a qualifié tout cela de mauvaise blague. Par conséquent, l'ami n'a pas prêté attention à cette conversation, supposant que Jamie était simplement en colère contre sa mère et plaisantait donc de manière si étrange. Mais quelques jours plus tard, l'inévitable s'est produit. Comme souvent, la tragédie aurait pu être évitée, mais personne n'a cru aux paroles de la jeune coupable. Pendant la préparation du procès, de nouveaux détails inquiétants sont venus au jour. Au moins 4 voisins de la famille Sliwonek ont entendu un klaxon de voiture intermittent vers 1h du matin. À ce moment-là, la voiture de Cheryl était garée devant la maison. Pendant environ 20 minutes, des bruits étranges provenaient de la voiture, puis tout est devenu silencieux et la voiture est partie. Grâce à ces témoignages, les enquêteurs ont pu mieux comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Il s'est avéré que l'incident n'avait pas eu lieu près de l'étang où la voiture a été trouvée, mais juste devant la maison de Cheryl. Malheureusement, aucun des voisins n'est intervenu pour chasser les malfaiteurs. Le père de famille dormait profondément à ce moment-là à cause des somnifères et n'a rien entendu. Après l'incident, la jeune fille et son petit ami plus âgé sont partis avec la voiture de Cheryl. Leur plan n'a pas fonctionné et ils ont dû improviser. Ils ont laissé la voiture près de l'étang et ont essayé d'effacer les traces de leurs actions. Ensuite, le couple est allé dans un restaurant fast-food comme si de rien n'était. Plus tard, ils ont acheté des produits de nettoyage et sont retournés à la voiture, mais ont échoué même à cela. Après avoir tenté à la hâte d'effacer les traces à l'intérieur du véhicule, ils ont fui. Si la voiture n'était pas restée coincée dans la boue, les événements auraient pu se dérouler très différemment. La recherche aurait pu durer longtemps et cela aurait potentiellement mis en danger la sécurité du père de Jamie. Après une autre rencontre avec les procureurs devant le tribunal, Jamie a décidé de plaider coupable d'un incident grave, de conspiration et de manipulation de preuves. Selon Jamie, la raison était l'interdiction de Cheryl de voir son petit ami. La femme voulait le meilleur pour sa fille, mais la situation a escaladé lorsqu'elle a menacé de contacter les autorités si Caleb n'abandonnait pas. Jamie craignait les conséquences pour Caleb si Cheryl apprenait son état. Finalement, les jeunes gens ont décidé de prendre des mesures drastiques. Après son aveu, Jamie a reçu une longue peine de prison avec possibilité de révision après 35 ans. Elle aura la chance d'être libérée à 49 ans, seulement 5 ans de moins que l'âge de sa mère au moment de la tragédie. Ensuite, le procès de Caleb a commencé. Il a été accusé de relations inappropriées avec une mineure, de participation à l'incident et de tentative d'entrave à l'enquête. L'avocat de Caleb a exploité la sentence prononcée contre Jamie. Cela a permis à Caleb de rejeter la responsabilité principale sur la jeune femme et de n'admettre que l'assistance et la dissimulation de preuves. Un autre argument de la défense était l'état de Jamie. Selon l'avocat, la mère les avait surpris ensemble dans la voiture et s'était mise en colère. Une dispute a éclaté et Caleb, connaissant la grossesse de Jamie, a essayé de la protéger. Pendant le procès, Caleb essayait de rester calme et souriait souvent en présentant sa version des événements. Son récit différait considérablement de ce qu'il avait dit aux enquêteurs lors des premiers interrogatoires. L'image réelle de l'incident dans la voiture soulève encore des questions,
car aucune trace d'ADN de Caleb n'a été trouvée ni sur l'arme présumée, ni sur Cheryl. L'accusation ne pouvait s'appuyer que sur un témoignage suggérant l'implication du jeune homme dans l'incident avec la femme. La correspondance avec Jamie révélait que Caleb craignait que la femme ne se rende à la police. Le jeune homme avait un motif puissant, surtout compte tenu de la situation délicate de la jeune femme, ce qui compliquait la situation. Les jurés ont vu la correspondance du couple, y compris le message de Caleb « J'ai choisi des objets tranchants », qui démontrait le sérieux de ses intentions. Ces arguments se sont avérés convaincants. Caleb Barnes a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, y compris d'un crime grave, de dissimulation de preuves et de comportement inapproprié envers une mineure. Il a été condamné à une longue peine de prison sans possibilité de libération anticipée, plus 44 ans pour d'autres chefs d'accusation. En 2023, l'affaire a pris un nouveau tournant. L'avocat de Jamie a demandé une révision et a accusé les forces de l'ordre d'avoir mené une enquête inefficace et d'avoir ignoré des preuves en faveur de la jeune cliente. On a supposé que Jamie avait agi sous l'influence d'un état instable et de sa situation. Une nouvelle version est apparue. Selon Jamie, Caleb était l'initiateur de l'incident et avait poussé la jeune femme à des actions décisives. L'accusé a affirmé que Caleb l'avait habilement manipulée, mais qu'elle avait longtemps résisté à son influence. Finalement, il a exercé une pression. Jamie a insisté sur le fait qu'elle était devenue la victime du jeune homme qui l'avait forcée à commettre un acte terrible envers sa mère. L'avocat a présenté cela de manière convaincante, car il s'agissait d'une écolière inexpérimentée qui s'était impliquée avec un homme beaucoup plus âgé, dont elle attendait même un enfant. Jamie a expliqué qu'elle s'était tue auparavant par peur des représailles de son petit ami. Maintenant qu'il était en détention, elle voulait rétablir la justice. Cependant, sa nouvelle version des événements contredit l'historique des conversations avec son petit ami. Dans les messages, la jeune femme elle-même insistait activement pour éliminer sa mère. Jusqu'à présent, il n'y a pas de décision finale sur la réouverture de ces affaires. Quoi qu'il en soit, Jamie est devenue la plus jeune femme du comté de Lehigh à être condamnée pour une infraction aussi grave. L'incident tragique survenu dans la chambre de Shelly Nance, âgée de 20 ans, a provoqué la consternation et la confusion dans la paisible ville de Lake Halens, au Texas. Les habitants ne pouvaient trop pas croire ce qui s'était passé et essayaient de comprendre la situation. Les autorités ont lancé une enquête, examinant soigneusement le cercle de connaissances de la jeune femme à la recherche de réponses. Les enquêteurs et tous ceux impliqués dans l'affaire ont émis diverses hypothèses et suspicions. Certaines preuves qui semblaient d'abord cruciales n'ont fait que confondre l'enquête et retarder le moment de découvrir la vérité. La police parviendra-t-elle à résoudre cette affaire mystérieuse et à trouver le coupable? Lake Halens, une banlieue de Dallas animée, connue pour ses gratte-ciel et sa puissance financière, offre une image tout à fait différente. C'est un endroit où règnent les valeurs familiales traditionnelles et une atmosphère de confort. La ville est célèbre pour ses maisons construites dans les années 50 et 60 du siècle dernier. Ici, on peut voir des cours de tennis bien entretenus et des enfants jouant sur les pelouses vertes devant les maisons. En été, il n'est pas rare de rencontrer de jeunes entrepreneurs vendant de la limonade maison directement dans la rue. Cette zone a toujours attiré les jeunes créatifs. Beaucoup viennent ici pour étudier au Dallas College of Art, connu pour son haut niveau d'éducation. Situé dans une partie pittoresque de la ville, il est bien connu dans tout Dallas. En 2009, Shelly Nance, âgée de 20 ans, y étudiait, apprenant le métier d'artiste d'animation. Son rêve était d'aller en Californie et de produire des jeux vidéo et des films d'animation chez Pixar. Shelly, la plus jeune de 3 sœurs, nourrissait ce rêve depuis son enfance, qu'elle avait passé dans la ville d'Italie,
située à environ 1 heure au sud de Dallas. Tous ceux qui l'entouraient reconnaissaient le talent de la jeune femme. Dès la 5e, elle avait exprimé son désir de devenir artiste. Shelly préférait passer son temps dans sa chambre devant l'ordinateur plutôt que dehors avec d'autres enfants. Cela lui procurait plus de plaisir. Elle avait la capacité de représenter n'importe quoi sans effort. La tranquille Shelly ne s'intégrait pas dans la clique scolaire, mais elle connaissait exactement ses objectifs et travaillait dur pour les atteindre. Au College of Art, son talent et son travail acharné l'ont transformée d'une marginale en une véritable star. Beaucoup étaient impressionnés par ses compétences par rapport à leurs propres capacités. Au College of Art, Shelly a enfin trouvé son élément, entourée de personnes partageant les mêmes idées et de gens qui appréciaient son talent. En première année d'université, Shelly a fait la connaissance de Tyler Warfy. L'été suivant, ils sont devenus un couple. Cette relation a surpris la mère de Shelly. Elle n'avait pas remarqué que sa fille avait manifesté de l'intérêt pour quelqu'un auparavant. Malgré sa surprise, la femme l'a pris calmement. Shelly partageait un appartement de 2 pièces près du campus universitaire avec sa camarade d'études Kelsey Tamayo. Shelly a commencé à sortir plus souvent et sa vie semblait s'améliorer. Elle se rapprochait de son rêve et se sentait vraiment heureuse. Le jeudi 10 septembre, les parents de Shelly sont partis pour un week-end dans le parc national de Yellowstone. Ils étaient enthousiastes à l'idée du voyage, mais ne pouvaient s'empêcher de penser à leur fille. Ils ont dit que c'était inhabituellement calme sans les filles sur la banquette arrière. Cette tradition familiale annuelle avait lieu pour la première fois sans les enfants. Cynthia a envoyé un message à ses 3 filles disant qu'elle et son mari étaient en route. L'aînée Rachel et la cadette Shona ont répondu. Toutes deux ont souhaité à leurs parents de passer un bon moment et les ont mis en garde. Cependant, il n'y a eu aucune réponse de Shelly. Plusieurs heures se sont écoulées, mais Shelly ne répondait toujours pas. Cynthia a commencé à s'inquiéter. C'était totalement atypique de la part de Shelly. Normalement, elle essayait toujours de répondre le plus rapidement possible, mais maintenant elle gardait le silence. Cynthia a décidé qu'elle devait appeler quelqu'un. N'ayant pas les coordonnées de la colocataire de Shelly, elle a composé le numéro de l'école d'art. Sachant que sa fille devait avoir cours le vendredi à 8h30, la femme voulait s'assurer que Shelly y était, car elle n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis plus de 24 heures. L'école a accepté de vérifier sa présence en cours. Bientôt, il s'est avéré que Shelly n'était pas là. Il s'est avéré qu'elle n'était pas apparue en cours alors qu'elle était censée être présente. Les enseignants ont alors contacté sa colocataire, qui était dans un autre cours. Kelsey a été immédiatement informée que Shelly était introuvable. Pour rassurer la famille Nance, Kelsey a été renvoyée chez elle après les cours pour vérifier si Shelly allait bien et lui demander de contacter sa famille. Lorsque Kelsey est entrée dans la chambre de sa colocataire à 15 heures, elle s'est trouvée face à une situation inattendue et inquiétante. L'enquêteur Paul Elzy, un gardien de la loi locale avec 30 ans d'expérience, est arrivé sur la scène du crime. Le vétéran, qui a grandi dans cette ville, n'avait reçu du répartiteur que de brèves informations sur une intervention dans un appartement où une jeune femme avait été trouvée. Il devait apprendre les détails sur place. Ce qu'il a vu a ébranlé même l'officier expérimenté. Shelly était allongée face contre terre sur le lit. Tout autour indiquait une tragédie. Cela ne parlait pas seulement du type d'incident, mais donnait également un aperçu de la personnalité de l'auteur. Une telle procédure est souvent choisie par ceux qui connaissent la victime et agissent passant pour des motifs personnels. Aucun signe d'entrée forcée n'a été trouvé. Les fenêtres et les portes sont restées intactes. Les enquêteurs ont commencé à chercher des preuves. Dans l'appartement, on n'a trouvé aucun objet avec lequel Shelly aurait pu être blessée.
Des échantillons ont été prélevés sur le lit pour analyse et toute la pièce a été soigneusement examinée à la recherche de traces de l'auteur. Les enquêteurs ont effectivement fait une découverte. Dans le lavabo de la salle de bain, ils ont remarqué une petite goutte et sur le côté des toilettes, une petite tache. En examinant Shelley, les enquêteurs ont trouvé quelque chose d'inhabituel. Sur sa main était collé un petit morceau de tissu bleu, pas plus grand qu'1 centimètre. Cela a provoqué de la confusion. Son origine était totalement inconnue. À en juger par l'état de Shelley, l'incident s'était produit récemment. Les enquêteurs ont saisi les appareils électroniques de la jeune femme pour déterminer l'heure approximative de l'événement. La police a examiné les messages sur le téléphone et les activités sur l'ordinateur. Cela a permis de délimiter la période de l'événement. De 6 à 11 heures du matin le jeudi. C'est précisément pendant ce temps que les parents de Shelley ont essayé en vain de la joindre pendant un voyage. La famille Nance avait déjà parcouru 2000 km sur la route de Yellowstone lorsque Cindy reçut un appel inquiétant de l'école d'art. La connexion était coupée, mais elle put encore entendre que quelque chose de grave était arrivé à Shelley. Le cœur de la mère se serra de peur. Cindy, blanche comme un linge, se tourna vers son mari. Que signifie tout cela ? Sa réponse résonna comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Dans l'esprit des parents, les questions tourbillonnaient. Qui aurait pu faire une chose pareille ? Comment est-ce arrivé ? Pourquoi ? Sans hésiter, le couple fit demi-tour et se précipita vers le Texas. Pendant ce temps, Kelsey, la voisine de Shelley, attira l'attention des enquêteurs. Elle avait eu plus de contact avec Shelley que les autres. Donc la vérification de son alibi devint une tâche prioritaire. Les enquêteurs tentèrent de clarifier la nature de leur relation et les motifs possibles. Ils étaient particulièrement intéressés par le fait que Kelsey, qui vivait à côté, n'avait rien remarqué de suspect pendant une longue période. Elle expliqua cela en disant qu'elle ne voyait parfois pas sa voisine pendant des jours. Elle fut invitée au poste de police pour un interrogatoire. Pendant l'interrogatoire, Kelsey garda un calme étonnant en racontant comment elle avait trouvé Shelley. L'enquêteur Elsie fut surpris par le manque d'émotion de la jeune fille face à une telle tragédie. Cependant, le récit de Kelsey commença à s'effriter lorsque l'enquêteur Elsie souligna des incohérences évidentes dans son témoignage. « Comment avez-vous pu ne pas remarquer les signes évidents de l'incident ? » « Logement ?» demanda-t-il, observant attentivement la réaction de la jeune fille. Rien ne manquait dans la maison de Shelley. On avait l'impression que quelqu'un s'était introduit inaperçu dans la chambre de la jeune femme. Les enquêteurs ont interrogé la voisine de Shelley, Kelsey Tamayo. Ils s'étonnaient de comment elle avait pu passer une journée dans l'appartement sans remarquer quoi que ce soit d'inhabituel dans la pièce voisine. L'enquêteur Paul Elsie a attiré l'attention de Kelsey sur des détails difficiles à manquer. Des traces de l'incident étaient visibles dans tout l'appartement. Comment avait-on pu ne pas les remarquer ? L'explication de Kelsey semblait peu crédible. Elle a dit à l'enquêteur qu'elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans le lavabo, mais n'y avait pas accordé d'importance. Malgré les incohérences dans son histoire, Kelsey était prête à répondre aux questions. Cependant, la police avait encore beaucoup à vérifier. Les enquêteurs soupçonnaient que l'auteur aurait pu montrer des signes de lutte si Shelley s'était défendue. Rien de suspect n'a été trouvé sur Kelsey, mais cela ne l'a pas disculpée des soupçons. Avant de la laisser partir, on lui a demandé un échantillon d'ADN pour analyse. Quelques heures après la découverte de Shelley, la nouvelle choquante s'est répandue parmi les habitants de Lake Allens. L'incident s'est produit dans un complexe résidentiel où vivaient également d'autres étudiants de l'école d'art. Il n'est pas surprenant que tout le monde ait été inquiet. Ce fut particulièrement dur pour ceux qui avaient été amis avec Shelley depuis son enfance jusqu'à ses derniers jours. Les rumeurs qui circulaient et l'incertitude n'ont fait qu'intensifier l'amertume de la perte.
Les résidents étaient très confus. Personne n'avait d'informations complètes ni ne comprenait ce qui s'était réellement passé. Alors que la société essayait de digérer les tristes nouvelles concernant Shelley, les enquêteurs commencèrent à interroger l'entourage proche de la jeune femme. Une attention particulière fut accordée à son petit ami, Tyler Worthy. Les enquêteurs s'efforcèrent de dresser un tableau complet de la vie de Shelley, ses connaissances, ses relations amicales et ses liens romantiques. Lorsque Tyler fut invité à s'entretenir, l'enquêteur Elsie remarqua son apparence discrète. Le jeune homme donnait l'impression d'être un type calme qui, à première vue, ne suscitait pas d'émotions négatives. Tyler raconta que le jour de la disparition de Shelley, il était allé à l'université vers 9 heures du matin et y avait passé presque toute la journée. Leur relation ne durait que depuis 2 mois, ce qui surprit Elsie. Le jeune homme admit avoir embrassé Shelley une fois, mais la plupart du temps, il se tenait simplement la main. L'attention de l'enquêteur fut attirée par des égratignures sur le corps de Tyler, qui semblaient incompatibles avec son caractère calme. Tyler expliqua l'apparition des égratignures par une habitude nerveuse de se gratter. Elsie augmenta la pression et posa des questions plus dures que lors de la conversation avec Kelsey. Malgré le long interrogatoire, Tyler continua d'insister sur son innocence. Il accepta de donner un échantillon d'ADN et autorisa la perquisition de sa maison. Elsie se rendit dans l'appartement où Tyler vivait avec son colocataire, Daniel William. Tous deux étaient présents lors de la perquisition. Lors de la fouille de la chambre de Tyler, les officiers firent presque immédiatement une découverte inattendue. Ils trouvèrent une boîte pleine d'armes blanches, un véritable arsenal. Il y avait des épées, des étoiles de lancer et des couteaux. Une collection aussi étendue suggérait un passe-temps sérieux. Tyler expliqua qu'il collectionnait ces objets par intérêt. Compte tenu des circonstances de la disparition de Shelley, cette découverte parut suspecte à la police. Puis, l'enquêteur entra dans la salle de bain et se figea sur le seuil. Dans le lavabo, il remarqua un sac en plastique sur lequel semblèrent collés quelques cheveux. Des taches rougeâtres étaient également visibles sur le sac. Elsie s'approche pour l'examiner de plus près. Lorsque Tyler a été confronté à cette découverte, il a cessé de coopérer avec les enquêteurs, a refusé de répondre aux questions et a demandé un avocat. Le jeune homme a affirmé que le sac avait été placé à son insu et qu'il n'avait aucune idée de sa provenance. Les enquêteurs avaient des soupçons quant à la nature du biomatériau trouvé, mais ne pouvaient pas agir sans confirmation. Il n'y avait pas suffisamment de motifs pour une arrestation et les enquêteurs n'avaient pas le droit de restreindre la liberté de Tyler. Ils se sont tournés vers des experts en demandant une analyse urgente des preuves et ont attendu les résultats. Même avec une procédure accélérée, l'enquête pouvait prendre jusqu'à plusieurs semaines. Les enquêteurs décidèrent d'interroger Daniel William, le voisin de Tyler. Daniel avait sa propre salle de bain et affirmait n'être jamais entré dans celle de Tyler et n'avoir aucune idée de l'origine du paquet qui y avait été trouvé. Daniel accepta de faire une déposition au poste de police. Les autorités espéraient obtenir de lui de nouvelles informations sur Tyler. Ils demandèrent où Daniel était mardi. Il répondit qu'il avait visité un café Starbucks puis un magasin près de White Rock Lake. Selon Daniel, il avait vu Tyler le matin du jour où Shelley avait disparu. Leurs chemins n'auraient même pas pu se croiser. Cependant, il avait récupéré son voisin à 10 heures du soir et l'avait ramené du collège à la maison. Après la conversation, Daniel fournit un échantillon d'ADN et fut relâché. Sans les résultats de l'analyse de tous les échantillons collectés, l'enquête ne pouvait pas avancer. Une semaine après l'événement tragique, les proches firent leurs adieux à Shelley. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour la cérémonie, mais une personne manquait. Les parents de Shelley avaient demandé à son petit ami Tyler de ne pas venir. Le lendemain,
lors d'une cérémonie commémorative au collège d'art, les Nance rencontrèrent Tyler pour la première fois depuis l'incident. Il s'approcha d'eux, mais les parents ne purent pas lui serrer la main, car ils le soupçonnaient d'être impliqué dans l'incident. Bientôt, les enquêteurs reçurent les résultats de l'analyse des traces biologiques de la salle de bain de Tyler. L'examen révéla qu'elles appartenaient à Shelly Nance. Cela devint la preuve décisive contre Tyler et il devint le principal suspect. L'enquête semblait aller dans la bonne direction. Les résultats de l'analyse disculpèrent également la voisine de Shelly, Kelsey Tamayo. Les enquêteurs établirent la période pendant laquelle le malheur s'était produit. Kelsey avait un alibi pour ce moment. Elle était au collège et ne pouvait pas avoir été à la maison. Les experts ont examiné le matériau bleu trouvé dans l'appartement de Shelly. Le fragment sur la main de la jeune femme s'est avéré être une partie d'un gant médical. Cela indiquait que l'incident avait été planifié à l'avance et n'était pas spontané. Les enquêteurs savaient maintenant dans quelle direction poursuivre leur enquête. Il était nécessaire de déterminer l'origine des gants et leur propriétaire. Tous les échantillons d'ADN de l'appartement appartenaient à Shelly elle-même. La police n'avait aucune base pour arrêter Tyler car il n'y avait aucune preuve de sa présence sur la scène du crime. Les enquêteurs devaient procéder avec prudence et attention. Ils n'avaient qu'une seule chance, et une erreur aurait pu leur coûter non seulement l'affaire, mais aussi leur carrière. Tyler et Daniel ont nié savoir quoi que ce soit sur le paquet dans la salle de bain. Cependant, lorsqu'on lui a demandé si des étrangers avaient accès à l'appartement, Daniel a répondu par l'affirmative. Ils avaient un troisième colocataire, Isaac Olsen, qui avait déménagé peu avant l'incident, mais avait encore une clé. Selon Daniel, Isaac montrait de l'intérêt pour Shelly. La police a décidé d'interroger ce jeune homme. Il a coopéré volontairement, a répondu à toutes les questions et a partagé quelques informations. Les enquêteurs s'intéressaient à sa relation avec Shelly. Il s'est avéré qu'Isaac était effectivement attiré par la jeune femme. Cependant, quand elle a commencé à sortir avec Tyler, il s'est retiré par respect pour son ami. Isaac a fourni un alibi pour le jour de l'incident et a accepté une analyse ADN. Cependant, quelque chose dans son récit a attiré l'attention des enquêteurs. Isaac a mentionné le comportement étrange de Daniel envers Tyler. Selon ses dires, Daniel contrôlait excessivement la vie de Tyler. Tyler ne conduisait pas, et Daniel le conduisait partout, cuisinait, lavait et s'occupait de ses affaires. En même temps, il se plaignait auprès de certaines personnes de l'ingratitude de Tyler. Cela semblait si étrange à Isaac qu'il a décidé de déménager. Il a affirmé que l'intérêt de Daniel pour Tyler allait au-delà de l'amitié normale. Cela, bien sûr, a fasciné les enquêteurs. Dans les paroles d'Isaac, il n'y avait rien qui puisse éveiller des soupçons sur son implication dans ce qui s'était passé. Il avait un alibi fiable et aucun motif apparent. Cependant, les informations sur Tyler et Daniel nécessitaient une enquête approfondie. La police a commencé de nouvelles investigations. La mère de Shelly se souvenait comment sa fille lui parlait de l'insistance de Daniel. Il les suivait comme une ombre partout. Que ce soit une sortie au cinéma ou une soirée-jeu à la maison, Daniel était toujours dans les parages. Shelly trouvait son comportement étrange et se sentait mal à l'aise en sa présence. Cette information a poussé les enquêteurs à examiner Daniel de plus près à nouveau. Des conjectures ont émergé sur les motifs possibles de ses actions. Nourrissait-il peut-être des sentiments négatifs parce que Tyler passait plus de temps avec Shelly? Ou bien les deux avaient-ils décidé d'éliminer la jeune femme pour qu'elle ne s'interpose pas dans leur relation? Pour clarifier la situation, les enquêteurs ont décidé de parler à nouveau avec la voisine de Shelly, Kelsey Tamayo. Kelsey a confirmé la déclaration d'Isaac. Selon ses observations, Daniel était littéralement obsédé par la relation entre Tyler et Shelly. Sa réaction à leur romance semblait inhabituelle. De plus, Kelsey a raconté que le jour de la disparition de Shelly,
Daniel avait tenté avec insistance de la contacter. Il l'a inondée de messages et a insisté pour se rencontrer et parler. Puis soudainement, il a rompu le contact. Mais le plus intéressant était que Daniel avait récemment emprunté la voiture de Kelsey. Elle lui avait donné les clés de la voiture et sur le trousseau se trouvait également la clé de son appartement. Cette information a donné aux enquêteurs l'idée de parler à nouveau avec Daniel. Au cours de la nouvelle conversation, il s'est avéré que Daniel avait servi dans la marine, mais avait rapidement quitté le service en raison de certains problèmes. Il s'occupait de Tyler, qui était considérablement plus jeune que lui. Cela a conduit à certaines réflexions. Si Daniel s'occupait de Tyler, il pouvait potentiellement couvrir ses actions. Une nouvelle pièce à conviction découverte par la police s'est avérée cruciale pour les deux voisins. À la fin de l'automne 2009, près de 2 mois après la disparition de Shelly Nance, le coupable était toujours inconnu. Le cercle des suspects s'était réduit à 2 personnes, le petit ami de Shelly, Tyler Worthy, et son voisin, Daniel William. La raison de ce qui s'était passé restait un mystère. Les enquêteurs décidèrent d'interroger Daniel à nouveau. Au cours de la conversation, la situation concernant sa relation avec Tyler s'éclaircit enfin. Daniel admit qu'il était contrarié par le développement de la romance entre Tyler et Shelly. Avec le début de cette relation, Tyler était moins souvent à la maison, ce qui affectait négativement son amitié avec Daniel. Les enquêteurs demandèrent au jeune homme de se souvenir une fois de plus où il se trouvait le jour de la disparition de Shelly. Le début de l'histoire correspondait aux déclarations précédentes, mais ensuite la version des événements changea. À l'origine, Daniel avait affirmé avoir visité un café Starbucks puis le magasin White Rock Lake. Cependant, cette fois-ci, il mentionna un autre fait qu'il avait précédemment caché. Il était passé chez une photographe en ce qui devait le prendre en photo. Par une coïncidence étonnante, elle vivait dans le même complexe que Shelly. La rencontre avec la photographe n'eut pas lieu et Daniel ne la vit même pas. Aux yeux de la police, Daniel passa de simples connaissances de Tyler à principal suspect. Il s'avéra qu'il se trouvait dans le complexe résidentiel au moment de la disparition et, après avoir réalisé son erreur, avait tenté de le cacher. Les enquêteurs avaient pas besoin de preuves de la présence de Daniel sur les lieux du crime. Ils réussirent à obtenir des images des caméras de surveillance du supermarché. Sur la vidéo, on voyait Daniel errer dans le magasin à la recherche de quelque chose. Daniel avait effectivement acheté de la teinture pour cheveux. Un autre achat alerta les enquêteurs. Un paquet de gants médicaux. Cela pourrait devenir une pièce à conviction, car un fragment d'un gant similaire avait été trouvé sur les vêtements de Shelly. Un petit morceau de matériau causa de sérieux problèmes à Daniel. Ce morceau de tissu de moins d'1 centimètre de long, trouvé sur les vêtements de la personne disparue, pourrait, selon les experts, appartenir à l'un des gants de Daniel. La preuve nécessaire avait été trouvée et le motif était devenu clair. Incroyablement, la raison de tout ce qui s'était passé était la jalousie. Daniel nourrissait de forts sentiments pour Tyler. Il ne pouvait pas supporter le fait que le voisin accorde trop d'attention à Shelly. 2 mois après le tragique incident, le 4 novembre, Daniel William a été placé en garde à vue. Lors du procès, il a plaidé non coupable, tandis que l'accusation présentait sa version des événements. 1 semaine avant l'incident, Kelsey lui avait remis les clés de la voiture. Le trousseau contenait également la clé de son appartement. Daniel en a fait une copie. Le matin du 10 septembre, il s'est rendu dans un supermarché où il a acheté des gants. Tout ce temps, il entretenait une correspondance avec la voisine Shelly, s'enquérant de sa localisation et de ses projets de retour à la maison. Lorsqu'il a appris que Shelly était seule et qu'elle se réveillerait probablement plus tard que d'habitude, Daniel a vu une opportunité de mettre son plan à exécution. Il savait qu'elle était dans la chambre. À l'aide de la clé, il est entré dans la maison et a commis l'acte. C'était une expression d'une cruauté extrême.
L'instrument du crime n'a jamais été retrouvé. Cependant, il s'est avéré que Daniel ne s'est pas arrêté là. Il avait l'intention de se venger de Tyler pour son attitude méprisante. Daniel a rassemblé des preuves dans un sac en plastique qu'il a emporté. Vraisemblablement, il a laissé le sac dans la salle de bain de Tyler pour diriger les soupçons vers lui. Cependant, il n'a pas remarqué qu'il avait laissé un fragment du gant sur la scène de crime. 2 ans plus tard, le 4 novembre 2011, Daniel William a été condamné à la prison à vie pour son crime. Toutes les accusations contre Tyler Warfy ont été abandonnées. Les autorités judiciaires et l'accusation étaient satisfaites que le coupable soit puni. Si Tyler avait été condamné à sa place, Daniel aurait pu échapper à sa responsabilité. Le verdict du tribunal a apporté un certain soulagement aux résidents de Lake Halens, mais n'a pas pu restaurer complètement leur sentiment de sécurité. La conséquence la plus grave était que de tels incidents ont des effets durables. Le destin tragique de la jeune femme a semé la peur parmi sa famille et tous les habitants de la ville. Avec le temps, les proches de Nance se sont résignés à la perte. Ils ont appris avec soulagement l'arrestation du coupable. Maintenant, il ne peut plus nuire à d'autres personnes, mais cela ne pouvait pas ramener Shelly. Malgré la profonde douleur, Cynthia est déterminée à préserver la mémoire de Shelly à travers l'art. Elle avait des rêves d'avenir qu'elle n'a pas pu réaliser. Cynthia a décidé d'aider d'autres jeunes qui partagent les mêmes aspirations que sa fille. La famille de Shelly Nance a créé une bourse commémorative en son honneur pour les diplômés du secondaire qui postulent à une école d'art. Lors de la fête de Noël, quelque chose d'imprévu s'est produit. Une jeune visiteuse a soudainement disparu. De nombreux volontaires, des forces de l'ordre local et même des agents fédéraux l'ont recherchée. Mais tous les efforts sont restés vains. Aucune trace de la jeune femme n'a pu être trouvée. Les enquêteurs ont dû péniblement rassembler les moindres indices et se sont retrouvés face à l'une des affaires les plus déconcertantes de leur carrière. Finalement, ils se sont rapprochés de la solution, mais le résultat était tout à fait différent de ce qu'ils avaient prévu. Melissa Brannon a vu le jour le 12 avril 1984 au Texas. Quelques années plus tard, ses parents se sont séparés et sa mère a décidé de déménager avec sa fille dans la petite ville de Lorton, dans l'État de Virginie. C'était un endroit calme et confortable, particulièrement attrayant pour les familles. La mère de Melissa, Tammy, a trouvé un emploi de comptable dans une entreprise locale et a loué un appartement dans un complexe résidentiel en périphérie de la ville. Le complexe était composé de nombreuses petites maisons multifamiliales et était connu pour l'organisation fréquente de divers événements par l'administration pour les résidents et leurs enfants. Ces rencontres avaient lieu tous les vendredis ainsi que les jours fériés. Ainsi, de nombreux voisins se connaissaient bien, nouaient de nouvelles connaissances et entretenaient des relations amicales. Melissa aimait beaucoup l'atmosphère de cet endroit. Lorsque la famille a déménagé, la jeune Milizija passait la plupart de son temps dans la cour à jouer avec les enfants du voisinage. Elle aimait participer aux événements de la résidence où il y avait toujours beaucoup d'amusement et de friandises. Le 3 décembre, l'administration du complexe a organisé une fête de Noël. Elle s'est déroulée dans un bâtiment séparé avec plusieurs salles. Environ 200 résidents se sont réunis pour le festin, répartis en groupes, tandis que leurs petits s'amusaient à proximité. Vers 10 heures du soir, Tammy a décidé qu'il était temps de rentrer à la maison. Elle a demandé à Milizija d'aller chercher leur veste pendant qu'elle-même disait au revoir à ses connaissances. La fille a demandé à sa mère la permission de ramener quelques chips à la maison, et celle-ci a accepté. Quelques minutes après avoir dit au revoir aux voisins, Tammy a remarqué l'absence de sa fille. Elle a fouillé toutes les salles, regardé dans le couloir, mais Milizija n'était nulle part en vue. La mère a commencé à demander aux personnes présentes si elles avaient vu la fille. À chaque minute, l'inquiétude grandissait
et bientôt la nouvelle de la disparition s'est répandue parmi les voisins. Ils ont aidé Temi dans la recherche, fouillant le bâtiment et la rue, mais Milicija était introuvable. Finalement, la femme a décidé de demander l'aide des forces de l'ordre. Bientôt, des agents sont arrivés et se sont immédiatement joints à la recherche, examinant minutieusement tout le territoire du complexe. À ce moment-là, la nouvelle de la disparition s'était répandue parmi les voisins et déjà plus de 300 personnes s'étaient reportées volontaires pour aider à la recherche. Initialement, les forces de l'ordre suspectaient que la jeune Milicija aurait pu quitter le bâtiment et se perdre, mais au fur et à mesure que la recherche progressait, cette théorie perdait de sa crédibilité. Il faisait frais et sombre dehors. Il était donc peu probable qu'elle soit allée loin. De plus, Milicija connaissait assez bien le territoire du complexe et les policiers doutaient qu'elle ait pu partir dans une direction inconnue. La situation était compliquée par le fait qu'une vaste zone boisée commençait juste derrière le complexe. L'examen de l'espace où s'était déroulée la fête n'a presque rien révélé. La veste de la jeune femme n'était pas à sa place, mais aucun autre indice expliquant sa disparition n'a été trouvé. La seule chose qui a attiré l'attention des policiers était une fenêtre ouverte dans la chaufferie. Ils ont envisagé que Milicija aurait pu s'échapper par là, mais cette théorie semblait peu probable. N'ayant pas trouvé Milicija, ils ont commencé à interroger tous les participants de l'événement. Aucun des voisins n'avait vu la jeune femme quitter le bâtiment ou quelqu'un l'emmener dehors. La mère de Milicija n'avait rien remarqué d'inhabituel ce soir-là non plus. Les forces de l'ordre ont également demandé s'il y avait eu des désaccords avec les voisins ou si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans leur comportement envers elle ou la jeune Milicija. Cependant, la femme a assuré que les relations avec tous les résidents étaient bonnes et qu'il n'y avait pas eu le moindre soupçon de conflit pendant toute la durée de leur séjour. Les enquêteurs ont immédiatement vérifié la possibilité que Milicija ait pu être emmenée par son père, car c'est un scénario fréquent dans de tels cas. Cependant, il s'est rapidement avéré que l'homme se trouvait au Texas et ne pouvait physiquement pas être dans un autre État. En l'absence d'autres pistes, la police a décidé d'élargir le rayon de recherche. Une partie des agents s'est mise à fouiller la forêt à côté du complexe résidentiel, tandis que les autres ont commencé à vérifier tous les bâtiments. Malheureusement, cela n'a donné aucun résultat. Aucune trace de Milicija n'a été trouvée. Après cela, les policiers ont congédié les volontaires et ont décidé de visiter chaque appartement. Au total, environ 400 personnes vivaient dans le complexe, et cette nuit-là, les enquêteurs ont parlé à chacune d'entre elles. Personne ne savait où Milicija aurait pu disparaître, alors on leur a demandé de se souvenir de toute bizarrerie ou moment suspect sur le territoire du complexe, même si cela ne semblait pas lié à la disparition. Et c'est là que la première piste intéressante attendait les policiers. Quelques dames ont rapporté que ce soir-là, un employé du complexe nommé Caleb Hughes se comportait de manière suspecte. Il essayait de flirter avec elle et faisait des blagues inappropriées, bien que presque toutes ces femmes soient venues avec leur mari. Le jeune homme inquiétait également les parents, car selon eux, ils passaient trop de temps près de leurs enfants. Après avoir entendu de nombreuses plaintes de ce genre, les agents ont de nouveau parlé à Tammy et lui ont demandé si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Hughes. La femme s'est souvenue que pendant la fête, il était venu vers elle plusieurs fois et avait entamé une conversation sur sa fille. L'homme avait également proposé d'emmener la jeune femme aux toilettes au cas où Tammy ne voulait pas se détacher du plaisir. Tout cela semblait suspect aux enquêteurs et ils ont décidé de lui parler. Cependant, Hughes était introuvable. Alors les policiers sont allés chez lui. L'homme vivait près du complexe, mais quand les forces de l'ordre ont frappé, il n'était pas là. Sa femme leur a ouvert et a dit qu'il n'était pas rentré ce soir-là. Les policiers sont partis et sont revenus quelques heures plus tard. À ce moment-là, l'homme était déjà rentré chez lui.
Il a déclaré être arrivé vers 1h30 du matin. Les forces de l'ordre ont calculé que Hughes avait quitté le complexe 2h30 avant son retour, ce qui était étrange, car son trajet de retour ne devait pas prendre plus de 10 minutes. Hughes a expliqué cela en disant qu'il avait fait un grand détour pour acheter de l'alcool. Mais les policiers doutèrent de ses paroles. Premièrement, le trajet jusqu'au magasin n'expliquait toujours pas l'absence de presque 3 heures. Deuxièmement, dans leur état, il y avait une interdiction de vente de boissons alcoolisées après minuit. De plus, Hughes n'a pas pu présenter de reçu. Cela a éveillé les soupçons et les forces de l'ordre lui ont demandé de remettre les vêtements qu'il portait au travail. Et ici, de nouvelles bizarreries sont apparues. Hughes a déclaré avoir tout lavé immédiatement après son retour à la maison. Néanmoins, on l'a persuadé de remettre les affaires. À la surprise des policiers, il avait lavé les chaussures avec les vêtements. Mais ce n'était pas tout. Une partie des semelles avait été coupée, et parmi les affaires se trouvait un étui pour un grand couteau et une ceinture en cuir. Quand on lui a demandé où était le couteau, Hughes a répondu qu'il ne savait pas. Les enquêteurs avaient maintenant de sérieux soupçons quant à l'implication de l'homme dans la disparition de Melissa. Ils ont apporté ces affaires au laboratoire, où des experts ont traité les chaussures avec une substance spéciale. Cela a révélé des traces qui ont suscité une grande inquiétude. Cependant, en raison du lavage, aucun échantillon n'a pu être prélevé pour analyse. Les enquêteurs sont retournés voir Hughes et l'ont emmené au poste. Pendant une longue conversation, l'homme a continué d'insister sur sa version. Il a également affirmé ne pas connaître Melissa, ne pas savoir à quoi elle ressemblait et ce qui lui était arrivé. Les policiers savaient que Hughes mentait, car plusieurs témoins, y compris Tammy, l'avaient vu jouer avec Melissa et d'autres jeunes résidents ce soir-là. Mais quand les enquêteurs ont dit « Nous savons que tu mens », l'homme a calmement répondu « Prouvez-le ». Bien que les forces de l'ordre soient presque certaines, il leur manquait des preuves solides pour une arrestation. Ils ont donc dû laisser partir Hughes. Le lendemain, on a intensifié l'opération de recherche dans l'espoir de trouver Melissa ou des indices. Le matin, on a décidé de parler en privé avec l'épouse de Hughes et elle a partagé une observation intéressante. Il s'est avéré que leur mariage n'était pas facile et que la femme ne faisait pas beaucoup confiance à son mari. Avant que Hughes ne parte pour la fête de Noël, elle avait secrètement vérifié le kilométrage de sa voiture. À son retour, elle a fait de même et a remarqué que le compteur indiquait 19 km de plus. C'était important pour l'enquête pour 2 raisons. Premièrement, cette distance ne correspondait évidemment pas à son récit d'un trajet de 2 heures jusqu'au magasin. Deuxièmement, on pouvait maintenant délimiter approximativement la zone où Hughes aurait pu théoriquement se rendre. Les forces de l'ordre ont délimité une zone de recherche avec un rayon correspondant à la distance de trajet restante. Finalement, cela a donné une zone de 40 km². Pour couvrir une zone aussi vaste, on a demandé l'aide de l'armée, utilisé des aéronefs et invité des plongeurs pour vérifier les plans d'eau. De plus, environ 400 volontaires ont répondu à l'appel à l'aide. La police a également distribué des milliers de tracts avec des informations sur la disparition de Melissa et s'est efforcé d'informer autant de personnes que possible sur l'incident. Il est important de mentionner que seulement 5 mois avant la disparition de Melissa, une autre jeune personne avait disparu dans la même ville. Plus tard, les enquêteurs l'ont retrouvée dans un état inquiétant, mais n'ont pas pu localiser le coupable. Pendant la recherche à grande échelle, un groupe d'experts s'est mis à examiner le complexe résidentiel. Comme nous nous en souvenons, la seule chose que les forces de l'ordre y avaient remarquée était une fenêtre ouverte dans la chaufferie. Les spécialistes l'ont examinée et ont trouvé quelque chose d'intéressant. Sous la fenêtre, du côté de la rue, on pouvait voir une trace à peine visible d'une grande empreinte de chaussure, et des empreintes similaires menaient directement au parking. De plus,
il n'y avait pas de traces de petits pieds. Cela pourrait indiquer que quelqu'un a emporté Melissa dans ses bras puis l'a mise dans un véhicule. Auparavant, les policiers avaient déjà examiné la voiture de Hughes, mais n'avaient rien pu y trouver de suspect. En même temps, le FBI s'est joint à l'enquête. Ils ne pouvaient pas encore arrêter Hughes, alors ils l'ont mis sous surveillance constante. De plus, le tribunal a obligé l'homme à fournir un échantillon d'ADN au cas où des preuves seraient trouvées. Lorsque les enquêteurs ont commencé à examiner le passé de Hughes, ils ont découvert qu'il avait été arrêté plusieurs fois depuis sa jeunesse. De plus, il abusait de l'alcool et de substances interdites et avait suscité à plusieurs reprises des soupçons par son comportement inapproprié envers les jeunes personnes. Par ailleurs, Hughes avait reçu une peine avec sursis pour vol de voiture dans le comté voisin quelques années avant l'incident. Lors d'enquêtes plus approfondies, il s'est avéré que le suspect avait violé les conditions de sa peine précédente et le juge l'a remplacé par une plus sévère. Ainsi, les enquêteurs ont réussi à l'isoler temporairement, bien que pour un délit moins grave. Dans les semaines qui ont suivi, les forces de l'ordre ont poursuivi leurs recherches, mais sans résultat. La tâche était compliquée par le fait qu'une grande partie de la zone étudiée était couverte de forêts et qu'une grande rivière y coulait également. Environ 2 mois après la disparition, l'affaire a pris un tournant inattendu. Un inconnu a appelé Tammy et a affirmé que la jeune femme était avec lui. Il a exigé 75 000 $ et la femme l'a immédiatement signalé à la police. Les agents du FBI ont demandé à Tammy de prendre le montant mentionné et de se rendre à l'endroit convenu. Ils ont posté plusieurs dizaines d'agents dans les environs et ont attendu l'apparition du présumé coupable. Bientôt, 2 hommes se sont approchés de Tammy et ont été immédiatement arrêtés par les agents du FBI. Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas impliqués dans l'incident. C'étaient des étudiants de l'université locale. Finalement, ils ont reçu des peines de prison réelles. L'un a été condamné à 7 ans et demi, l'autre à près de 4 ans de privation de liberté. Ainsi, les enquêteurs se sont retrouvés à nouveau dans une impasse. Ils avaient un suspect, mais pas de preuve de son implication, ni d'informations sur le lieu où se trouvait Melissa. Les enquêteurs ont décidé d'examiner à nouveau la voiture de Hughes avec l'aide de spécialistes du FBI et de leur équipement moderne. Il y avait un petit obstacle. La voiture appartenait à sa femme, donc son consentement était nécessaire. Heureusement, la femme a immédiatement donné sa permission, et les experts se sont mis au travail. Tout d'abord, ils ont utilisé une substance spéciale qui a révélé des traces de matériel biologique sur le tapis de sol sous le siège du conducteur, les pédales, le volant et le pare-brise. Cela a renforcé les soupçons contre Hughes, mais il était impossible d'obtenir un échantillon pour analyse. Ensuite, les spécialistes ont commencé à chercher des cheveux, des particules de tissu et d'autres preuves possibles. Cependant, ils ont rencontré des difficultés. La voiture était en désordre. L'un des experts a décidé de collecter manuellement les traces possibles avec du ruban adhésif. Il a parcouru toutes les surfaces et a envoyé ce qu'il avait recueilli au technicien criminalistique du FBI. Celui-ci a trouvé beaucoup de poils de chien qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. Mais bientôt, l'expert a remarqué un autre type de poil qui n'appartenait ni aux chiens ni aux humains. En l'examinant de plus près, il a déterminé qu'il s'agissait de fourrures de lapin teintes en noir, similaires à celles dont était faite la veste de la mère de Melissa. L'expert a demandé cette veste à Tammy et a confirmé la correspondance complète de la fourrure. Les policiers ont supposé qu'elle aurait pu se retrouver sur les vêtements de Melissa lorsqu'elle est allée chercher les vestes, ou cela aurait pu se produire dans d'autres circonstances, car la femme la portait toujours en hiver et la jeune femme était souvent à proximité. Le spécialiste a également découvert un cheveu clair qui correspondait à un échantillon du peigne de Melissa. Mais ce n'était pas tout. Il a trouvé de nombreuses petites fibres rouges et bleues sur le siège passager de la voiture.
Comme Melissa portait un pull et une jupe de ses couleurs le jour de sa disparition, les enquêteurs devaient maintenant trouver les mêmes modèles de vêtements pour les comparer. Ils ont parlé à la grand-mère de Melissa qui avait acheté cette tenue, mais elle ne se souvenait pas du magasin exact. Les tentatives de trouver des vêtements similaires dans les magasins locaux sont restées infructueuses. L'expert qui examinait les fibres continuait à réfléchir à la façon dont il pourrait déterminer leur ressemblance avec les vêtements de Melissa. Un soir, il a partagé ses difficultés avec sa femme. Après avoir entendu la description, elle a supposé que de tels vêtements pourraient être vendus dans la chaîne JCPenney. Ils avaient eux-mêmes plusieurs enfants, donc la femme y faisait souvent des achats. De plus, elle gardait chez elle des centaines de catalogues de ce magasin datant de plusieurs années. Elle allait commencer à les parcourir. Après un certain temps, elle est arrivée à un catalogue qui avait été publié avant les dernières fêtes de Noël. À la 11e page, elle a vu une tenue similaire et l'a montrée à son mari. C'était exactement les vêtements que Melissa portait le jour de sa disparition. Les autorités fédérales ont immédiatement contacté l'entreprise manufacturière, mais là, une surprise désagréable les attendait. Ce modèle de vêtements n'était plus produit. De telles tenues n'étaient vendues que par catalogue. Au total, 7000 ensembles avaient été distribués. Ils ont proposé de transmettre aux enquêteurs les données de tous les acheteurs. Les forces de l'ordre ont commencé à étudier cette longue liste. Après un certain temps, ils ont eu de la chance. Ils ont trouvé un homme du Kentucky qui avait acheté cette tenue pour une parente, mais s'était trompé de taille. Les vêtements étaient restés non déballés pendant toute une année, ce qui était idéal pour l'enquête. L'homme leur a envoyé cet ensemble et les experts se sont mis au travail. Pour cet ensemble, les fabricants avaient développé et breveté leur propre ton de bleu foncé avec le code 887 qui n'était utilisé nulle part ailleurs. Après avoir comparé les fibres de cette couleur, l'expert a conclu qu'elles correspondaient parfaitement. Ainsi, les enquêteurs ont obtenu la confirmation que quelqu'un parmi les propriétaires de ces 7000 ensembles s'était trouvé dans le véhicule du suspect. Bien que cela n'indiquât pas directement l'implication de l'homme dans l'incident, c'était un argument de poids. Les acheteurs des ensembles vivaient dispersés dans tout le pays et la probabilité que quelqu'un d'autre ait pu être dans sa voiture était extrêmement faible. Finalement, l'expert a décidé d'effectuer une vérification supplémentaire. Il a collecté plus de 100 fibres de couleurs similaires provenant de différents types de vêtements et a effectué 7983 tests pour les comparer aux fibres de la voiture du suspect. L'analyse a montré que tous les échantillons différaient légèrement, sauf 2. L'ensemble du magasin et les fibres du siège passager de la voiture correspondaient parfaitement. L'expert a exclu la possibilité que quelqu'un portant des vêtements similaires ait pu être dans la voiture de Hughes. Cela devait être exactement cet ensemble. Néanmoins, les enquêteurs se trouvaient dans une situation difficile. Ils savaient qu'une telle preuve pourrait être indirecte, même en combinaison avec d'autres découvertes. Mais ils n'avaient rien de plus convaincant. Alors ils ont décidé d'inculper Hughes pour enlèvement. Selon le procureur, sur la base de certaines traces, Melissa n'était plus dans les parages. Les fibres de son costume sur le siège et dans la voiture suggéraient que Hughes aurait pu la forcer à enlever ses vêtements extérieurs, ce qui indiquait ses intentions. On a supposé que l'homme s'était approché de Melissa quand elle était allée chercher les vestes à la demande de sa mère. Puis, il l'a amenée d'une manière ou d'une autre dans la chaufferie, l'a sortie par la fenêtre et l'a emmenée dans sa voiture. Ensuite, Hughes a probablement conduit Melissa dans un endroit inconnu et lui a causé des dommages irréparables, peut-être avec un objet tranchant. Puis, il a éliminé les preuves et effacé les traces de ses actions. Tout cela a duré plusieurs heures, ce qui expliquait sa longue absence. Plus tard, l'homme a essayé d'effacer les traces en nettoyant la voiture et les vêtements, et en coupant aussi les parties des semelles de chaussures qui étaient les plus sales. Finalement,
les policiers ont décidé de lui faire passer un test au détecteur de mensonges, espérant que cela, combiné à toutes les preuves, pousserait enfin Hughes à dire la vérité. La difficulté résidait dans le fait que les lois de l'État ne permettaient pas de porter des accusations pour un crime capital sans preuve matérielle ou sans lieu du crime établi. La peine pour enlèvement était nettement plus légère. C'est pourquoi les enquêteurs espéraient une confession du suspect. Les résultats du test au détecteur de mensonges ont montré que Hughes donnait des réponses fausses à presque toutes les questions clés. Mais il continuait d'insister sur son innocence. Finalement, les enquêteurs ont dû transmettre l'affaire au tribunal avec une accusation d'enlèvement. Le procès a commencé 2 ans après la disparition de Melissa. L'avocat de Hughes a essayé de contester toutes les preuves présentées comme circonstancielles, mais les arguments de l'accusation se sont avérés plus convaincants pour les jurés. Après 7 heures de délibération, ils ont rendu un verdict de culpabilité et Hughes a reçu la peine maximale, 50 ans de prison. En prison, il a continué à nier son implication dans la disparition de la jeune femme. La police a fait des tentatives pour trouver des traces de Melissa, mais sans succès. 4 ans après le procès, des fragments de vêtements rouges ont été trouvés dans un lac. Mais cela n'a pas non plus conduit à une percée dans l'affaire. 8 ans après l'incident, la mère de Melissa a fondé une nouvelle famille, mais a gardé son ancien nom de famille, dans l'espoir que sa fille pourrait la chercher. Le 2 août 2019, Hughes a été libéré de manière anticipée pour bonne conduite après avoir purgé un peu plus de la moitié de sa peine. Il avait 53 ans. Melissa est toujours considérée comme disparue, car le crime n'a pas été prouvé. Cependant, peu de gens croient qu'elle aurait pu survivre toutes ces années. Jusqu'où peut aller la tromperie? Combien de temps peut-on cacher l'obscurité derrière une façade de lumière? Le protagoniste de cette histoire connaît les réponses à toutes les questions, mais préfère garder le silence. Il a magistralement créé l'image d'un citoyen honnête, derrière laquelle se cachait une personne au penchant monstrueux. En l'an 2008, Nicholas Browning a eu 15 ans. Un garçon comme les autres, bon élève, comportement exemplaire. Le fils aîné de la famille de John et Tammy. Le père, un avocat immobilier prospère dans un grand cabinet. Un activiste, chef des scouts, enseignant à l'école du dimanche. Il était respecté dans la communauté locale, beaucoup le connaissaient. La mère, une femme au foyer, calme et modeste. Nicholas avait 2 frères cadets, âgés de 11 et 13 ans. La famille vivait dans une maison spacieuse à Cockeysville, Maryland, une ville d'environ 20 000 habitants. Un endroit calme et paisible, le dernier où l'on s'attendrait à des bouleversements. Nicholas, un élève modèle, scout, fréquentait l'école secondaire. Grand, beau, il jouait dans les équipes scolaires de golf et de lacrosse. Beaucoup lui prédisaient un avenir brillant. De l'extérieur, tout semblait aller pour le mieux dans la famille, jusqu'au jour où tout a changé. Le 2 février 2008, les parents ont conduit Nicholas en voiture pendant la journée. Ils l'ont déposé chez un ami où une soirée pyjama était prévue pour un groupe d'adolescents. Ils allaient à regarder des films et passer le temps avec des jeux. Nicholas est descendu chez Ryan Fingles. Taylor Tewksbury et Alexander Smith sont également arrivés là-bas, tous des garçons du même âge, 15 ans. Personne n'a revu la famille Browning après cela. Le lendemain matin, les garçons qui avaient redormi chez Ryan voulaient se séparer. Les parents avaient promis de venir chercher Nicholas. Mais ils n'arrivaient pas à l'heure. Il a essayé d'appeler, de comprendre ce qui s'était passé, mais les Browning ne répondaient pas. Les adolescents sont alors allés dans un centre commercial avec le père de Ryan. Après les achats, ils ont ramené Nicholas chez lui. En chemin, il a continué d'essayer d'appeler et d'écrire à ses parents, mais sans succès.
Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Nicholas, ils remarquèrent immédiatement la voiture familiale dans l'allée. Un silence inhabituel régnait dans la maison. Quand le fils des Browning entra, il fut confronté à une scène bouleversante. Toute la famille a été retrouvée inconsciente. Son père de 45 ans, John Browning, sa mère de 44 ans, Tammy et ses 2 jeunes frères, Gregory âgé de 13 ans et Benjamin âgé de 11 ans, gisaient immobiles. Nicholas appela le père de Ryan qui attendait dehors. L'homme contacta immédiatement le numéro d'urgence 911 et signala la situation. Les enquêteurs arrivèrent sur les lieux du crime dans les plus brefs délais. Ils trouvèrent les adolescents dans la cour intérieure de la maison. Les garçons semblaient agités, mais Nicholas paraissait anormalement calme. Il présenta immédiatement une version de tentative d'enrichissement. Selon ses dires, pendant qu'il passait la nuit chez des amis, un malfaiteur s'était introduit dans la maison et la situation avait échappé à tout contrôle. Le garçon supposait que les parents auraient su perturber les plans du coupable, ce qui aurait conduit aux conséquences tragiques. Cependant, l'examen de la scène de crime n'a révélé aucun signe de lutte. Les enquêteurs ont trouvé 4 blessés dans différentes parties de la maison, chacun d'eux ayant subi une seule blessure. Une fouille superficielle des pièces a montré que rien n'avait disparu de la maison. Les meubles étaient restés intacts. De nombreux objets de valeur visible étaient à leur place. Il n'y avait aucun signe d'effraction ou de désordre, ce qui a soulevé des doutes quant à la version d'une tentative de vol ratée. De plus, le comportement de Nicholas a éveillé les soupçons des enquêteurs. Malgré le jeune âge des adolescents et un possible état de choc, les 4 garçons ont été emmenés au poste de police pour un examen plus approfondi. Ils ont dû se soumettre à une procédure d'interrogatoire. Les jeunes ont été placés dans différentes pièces pour des entretiens individuels. Les enquêteurs ont commencé avec Taylor. Il a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs par son comportement. Il était nerveux, bougeait sur sa chaise et hésitait dans ses réponses, parlant avec incertitude. Il a été choisi en premier, supposant qu'il pourrait être plus ouvert à une conversation. Les autres jeunes semblaient plus sûrs d'eux, en particulier Nicholas. Taylor a raconté qu'ils avaient passé la nuit tous les 4 chez Ryan. Ils y sont arrivés la veille de l'incident directement après les cours avec le propriétaire de la maison, tandis qu'Alex et Nicholas sont arrivés plus tard. Les garçons ont regardé des films jusqu'à tard dans la nuit et joué à des jeux vidéo jusqu'à ce que les parents de Ryan les envoient tous dormir. Pendant la nuit, il n'a rien remarqué d'inhabituel. Ensuite, l'enquêteur a décidé de faire une pause et d'interroger Nicholas dans une autre pièce. L'officier a remarqué le comportement étrange de Nicholas. Quand il est entré dans le bureau, il s'est simplement assis, la tête baissée. Il semblait très calme, même somnolent, ce qui paraissait inhabituel compte tenu des événements dans sa famille. Le policier s'est efforcé de créer une atmosphère amicale en présentant la conversation comme un interrogatoire de routine de témoin. Il espérait que l'étudiant serait ouvert et n'insisterait pas sur la présence d'un avocat. L'officier voulait obtenir des informations sans l'implication d'un défenseur pour ne pas compliquer le processus. Nicholas est resté composé. Il a raconté qu'il était rentré de l'école vers 14h45, puis ses parents l'avaient conduit chez Ryan. Normalement, les garçons marchaient les uns chez les autres. Ils vivaient près, à moins d'1 kilomètre de distance. Mais ce jour-là, ses parents l'ont simplement déposé en chemin. Nick a confirmé la déclaration de Taylor sur la soirée. Ils ont joué, regardé des films, puis sont allés dormir. Cependant, il a admis que vers 1h du matin, il avait quitté la maison de son ami et était allé chez ses parents. Selon ses dires, il prévoyait de prendre la voiture familiale pour faire un tour avec des amis, sans en informer ses parents. Quand il est arrivé chez lui,
il a remarqué de la lumière à la fenêtre de la chambre de ses parents. À ce moment-là, il était déjà dans la voiture et s'est caché sur le plancher de la banquette arrière. Nick craignait d'attirer l'attention de ses parents par des bruits en essayant d'ouvrir la voiture, mais ne voulait pas faire face au mécontentement de son père strict. Nicolas décida d'attendre que les membres de la famille se calment et aillent se coucher. Il ne voulait pas prendre ouvertement la voiture familiale pour éviter des problèmes supplémentaires. Lorsqu'il était monté dans la voiture, il s'est endormi sans que personne ne s'en aperçoive. Probablement, pendant ce temps, quelque chose de terrible s'est produit dans la maison. Selon son propre témoignage, Nick n'a rien entendu et est simplement parti quand il s'est réveillé. Selon le rapport d'expertise, les événements tragiques dans la famille Browning se sont produits vers minuit. Tous les membres de la famille ont été pris par surprise. Le premier à être touché fut le chef de famille, John, qui dormait sur le canapé en bas. Tammy Browning et les 2 fils, qui se trouvaient au premier étage, n'ont pas non plus pu se réveiller à temps. Les enquêteurs soupçonnaient que Nicolas cachait quelque chose. Les enquêteurs ont trouvé étrange sa décision de se cacher dans la voiture familiale plutôt que de retourner immédiatement chez Ryan. De plus, il était le seul membre de la famille à ne pas être touché par le malheur, bien qu'il se trouvait à proximité au moment de la tragédie. L'affirmation de Nick selon laquelle il n'avait rien entendu a également suscité des doutes. Sa mention de la lumière allumée était troublante, car lorsque la police est arrivée, la maison était sombre. Étant donné la théorie d'un enrichissement matériel, il était incompréhensible pourquoi les auteurs auraient allumé puis éteint la lumière. Normalement, les auteurs n'ont pas le temps pour cela. Le suspect n'a pas pu expliquer ces incohérences. Lors de l'interrogatoire de Ryan, il s'est avéré qu'il s'était endormi le soir et s'était réveillé vers minuit. Selon ses dires, Nick n'était déjà plus à la maison à ce moment-là. Les enquêteurs ont découvert un écart temporel qui pourrait indiquer le manque de crédibilité des déclarations des jeunes, car Nick affirmait avoir quitté son ami à 1h du matin. Tout cela coïncidait avec la période des événements tragiques dans sa famille. Les enquêteurs, remarquant des incohérences dans les déclarations, décidèrent de parler à nouveau à Taylor. Initialement, le jeune homme avait affirmé que Nicolas avait quitté la maison de Ryan vers minuit. Cependant, lorsqu'on lui a communiqué les intervalles de temps mentionnés par d'autres jeunes, Taylor a soudainement changé sa version. Il insistait maintenant sur le fait que son ami était encore dans la maison à minuit. Il était évident que le jeune était nerveux, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Un policier expérimenté a réussi à calmer le jeune homme qui a admis être allé se coucher immédiatement après le départ de Nick. Taylor connaissait l'intention de son ami d'utiliser la voiture de ses parents sans permission, mais ne pouvait pas imaginer que la situation prendrait une tournure aussi sérieuse. Avec ces nouvelles informations, les enquêteurs se sont à nouveau tournés vers Nicolas. Confronté aux témoignages actualisés de ses amis, le jeune a changé son histoire. Il affirmait maintenant avoir quitté la maison de son ami et s'être dirigé vers chez lui vers 1h30 du matin pour récupérer la voiture. Il a également ajouté un nouveau détail. La lumière dans la maison était initialement allumée, mais quand il s'est réveillé, elle était éteinte. Selon ses dires, des étrangers qui seraient entrés dans la maison auraient pu faire cela. Cette version des événements souleva des doutes. Pourquoi se cacher dans la voiture s'il aurait simplement pu partir ou attendre à l'écart? Nick insistait sur le fait qu'il s'était endormi dans la voiture. Mais comment n'aurait-il pas pu entendre les bruits forts? Cette fois, le jeune homme précisa qu'il avait été réveillé par un appel de son ami Alex vers 5h du matin et sans rentrer chez lui, était retourné chez ses amis. Cependant, les déclarations d'Alex ont causé encore plus de confusion. Initialement, il a déclaré que Nick n'avait pas du tout quitté la maison cette nuit-là. Mais quand on lui a rapporté les paroles des autres amis, il a changé sa version. Selon la nouvelle déclaration d'Alex, Nicolas a quitté la maison à 23h45, mais Alex lui-même s'est endormi vers minuit et ne s'est réveillé qu'à 5h du matin.
Lorsqu'Alex a remarqué l'absence de Nick, il l'a appelé. Il a admis que son ami avait prévu de s'introduire secrètement dans la maison de ses parents pour récupérer les clés de la voiture. Mais cela souleva de nouvelles questions. Comment Nick pouvait-il être dans la voiture sans les clés? Au cours d'une nuit remplie d'interrogatoires, les enquêteurs ont obtenu des déclarations de tous les jeunes, mais toutes étaient douteuses en raison de contradictions. Un tournant inattendu dans l'enquête est survenu lorsque M. Petcher, le beau-père de Ryan, chez qui les amis avaient repassé la nuit, est venu au poste de police. Il a partagé un détail important. Les parents de Nick devaient venir le chercher à 9 heures du matin pour qu'il puisse aider à la maison. Cependant, à l'heure convenue, personne n'est venu et aucun appel n'a été reçu. La matinée commença de manière inhabituelle. Bien que les soupçons contre Nicolas s'intensifiaient, il s'efforçait de paraître détendu et se permettait même des plaisanteries occasionnelles pendant les conversations. Les enquêteurs soupçonnaient que c'était une tentative de les induire en erreur. Le jeune homme se faisait passer pour innocent, mais les enquêteurs sentaient que quelque chose d'autre se cachait derrière ce masque. Le beau-père de Ryan remarqua le comportement étrange de Nick. Il ne semblait pas inquiet de l'absence de ses parents le matin et, curieusement, n'était pas pressé de rentrer chez lui, bien que ce ne fût qu'à 20 minutes à pied. Au lieu de cela, il alla au centre commercial avec son ami et le père de celui-ci, continuant à essayer de joindre ses parents. Ils ne passèrent chez lui qu'en rentrant. Les forces de l'ordre virent dans ce comportement une confirmation de leurs soupçons. Il semblait que Nicolas retardait délibérément le moment de rentrer chez lui. Lorsque le beau-père de Ryan amena les jeunes à la maison de Nicolas, les amis entrèrent par le garage. Nicolas invita lui-même ses amis à entrer avec lui, ce qui semblait inhabituel. Il attira l'attention de tous sur la porte ouverte, soulignant que dans sa famille, il était d'usage de fermer les portes. Selon le beau-père de l'ami, Nick insista sur ce point plusieurs fois avant d'entrer. Ils traversèrent le salon, Nicolas en tête. La première chose qu'il vit fut son père sur le canapé. Le protagoniste de l'histoire appela les autres. Quand ils virent ce qui s'était passé, les amis sortirent immédiatement, refusant d'aller plus loin. Les étudiants racontèrent au beau-père de Ryan ce qu'ils avaient vu. L'homme, incrédule, entra lui-même dans la maison. En voyant l'état de John, il appela immédiatement les services d'urgence. Pendant ce temps, Nick monta à l'étage et trouva sa mère et ses frères dans un état tout aussi préoccupant. Nicolas confirma tous ces détails lors de l'interrogatoire, mais les policiers étaient troublés par son calme extraordinaire. Il semblait ne montrer aucune émotion, ce qui ne correspondait pas au comportement de quelqu'un qui venait de perdre des proches. Ryan raconta que Nick était sorti dans la rue avec les autres après avoir découvert l'incident et les avait informés calmement. Les jeunes avaient peur d'entrer car ils ne voulaient pas voir ce qui s'était passé. Nicolas informa le beau-père de Ryan et les amis des soupçons de vol d'objets de valeur, mais resta complètement calme, ce qui surprit tout le monde. Les autres jeunes confirmèrent que dès qu'ils avaient vu M. Browning dans le salon, ils étaient immédiatement sortis en courant par le garage. Puis, ils firent le tour de la maison par la cour intérieure dans l'espoir de trouver des indices et de comprendre ce qui s'était passé, mais ne découvrirent rien. Nicolas décida d'inspecter la maison et se dirigea vers l'entrée arrière. Là, il découvrit sa console de jeu et son ordinateur portable sur la table de billard. L'adolescent soupçonna que les visiteurs indésirables voulaient emporter ces objets, mais que quelque chose les en avait empêchés. Lorsque les enquêteurs entendirent cela, ils doutèrent de la version d'une effraction par des étrangers. Ils comprirent que Nicolas essayait probablement de les induire en erreur. Après tout, de vrais malfaiteurs auraient certainement emporté les appareils de valeur qui étaient à portée de main. Les officiers poursuivirent leur ronde dans le voisinage et interrogèrent les résidents à la recherche de témoins et d'informations importantes. Ainsi,
l'histoire de la famille Browning devint publique. Les gens étaient choqués par ce qui s'était passé et essayèrent de comprendre ce qui s'était réellement produit. Plus tard, dans une tentative de se justifier, Nick avoua que les clés de la voiture avaient été dans sa veste tout le temps. Il s'en est souvenu alors qu'il rendait visite à un ami et a décidé d'utiliser la voiture sans permission. Les enquêteurs se demandaient pourquoi le jeune homme n'avait pas raconté cela immédiatement et soupçonnaient qu'il cachait à nouveau quelque chose. Tous les doutes furent dissipés par le souvenir d'Alex. Il raconta que Nicolas avait appelé à la maison la veille au soir et avait demandé au frère de laisser la porte arrière ouverte. Pourquoi faire? Ce n'était pas clair. Après cela, les enquêteurs n'avaient presque plus de doute sur l'implication de l'adolescent dans la disparition de ses proches. Nick a raconté aux enquêteurs que son père possédait 2 types d'équipements de chasse et l'emmenait parfois chasser avec lui. Les amis du suspect ont également rapporté plusieurs confrontations entre Nicolas et son père à cause de la consommation d'alcool. Nicolas lui-même affirma qu'une personne vivant à proximité était capable de tels actes. Il était question d'un voisin nommé Bobby, qui consommait des substances interdites et enfreignait souvent la loi. Cependant, les enquêteurs considérèrent cela comme une tentative de détourner les soupçons de lui-même. Il n'y avait pas de preuves contre Bobby. De plus, il avait un alibi solide. Lorsque les enquêteurs ont ouvertement confronté Nicolas à leurs soupçons, le jeune homme est devenu visiblement nerveux, mais a continué d'insister sur son innocence. Les officiers ont appliqué diverses tactiques d'interrogatoire pour confirmer leurs hypothèses, mais sans succès. À ce stade, les experts avaient déterminé qu'un objet manquait dans le coffre-fort de la personne concernée dans la maison. Selon le rapport d'expertise, un tel équipement aurait pu être utilisé lors de l'incident. Les enquêteurs ont tenté de clarifier la localisation de l'objet disparu. La conversation avec le suspect a duré environ 6 heures. Malgré les questions persistantes des enquêteurs, Nicolas a continué de nier toute implication. Cependant, plus l'interrogatoire se prolongeait, plus les déclarations du jeune homme changeaient. Au cours de l'enquête, il est apparu que la relation des parents avec leur fils aîné, Nick, était devenue particulièrement tendue ces derniers temps. Se sentant acculé, Nicolas a parlé de la relation compliquée avec ses parents. Selon ses dires, il avait été soumis à une pression morale et à des punitions sévères pendant des années. Pendant l'interrogatoire, Nicolas s'est renseigné à plusieurs reprises sur la possibilité d'un traitement dans une clinique psychiatrique plutôt qu'une peine de prison. Les enquêteurs ont évité une réponse directe, mais cet intérêt du jeune homme a éveillé les soupçons. Il semblait être conscient de sa culpabilité et espérer une réduction de peine. Néanmoins, vers la fin de l'interrogatoire, Nick a ouvertement déclaré qu'il était convaincu que les jurés croiraient son histoire. Malgré les preuves existantes contre Nick, les enquêteurs manquèrent de compréhension des motifs. Des amis du suspect ont rapporté que Nick avait eu un conflit avec son père peu avant l'incident. Le jeune homme a décrit plusieurs épisodes où son père avait été excessivement strict avec lui et avait appliqué des mesures éducatives sévères. Il a indiqué que leur relation s'était considérablement détériorée par rapport à l'automne dernier. L'une des raisons était un incident où le jeune homme avait pris la voiture familiale sans permission. La puberté a eu un impact négatif sur le comportement de Nick, ce qui a suscité le mécontentement des parents. Le père a maintenu des méthodes d'éducation strictes pour corriger le comportement de son fils. Nicolas a affirmé avoir été soumis à des punitions sévères à plusieurs reprises. Selon l'élève, la situation a atteint son paroxysme le jour où, après un nouveau conflit avec son père, il est allé chez des amis parce qu'il a refusé d'aller rendre visite à des proches avec ses parents. Les enquêteurs soupçonnaient que la racine du problème résidait dans la relation compliquée de l'adolescent avec ses parents. Les amis de Nicolas ont raconté qu'il était entré dans la puberté et avait commencé à montrer de la désobéissance, ce qui avait prévisiblement provoqué le mécontentement des parents.
La relation avec le père est devenue particulièrement tendue après que celui-ci ait surpris son fils en train de consommer de l'alcool à plusieurs reprises. Nicolas lui-même se justifiait en disant que de cette manière, il essayait d'échapper à ses problèmes. Certains parents de Nick ont confirmé ses paroles et ont décrit son père comme un homme aux règles strictes, mais même eux doutaient qu'il utiliserait la violence physique contre son fils sans raison. En parlant avec les camarades de classe et l'entourage proche du suspect, les enquêteurs ont découvert que les prémices des événements tragiques s'étaient formées bien avant le jour fatidique. Il n'était pas clair pourquoi la mère et les frères avaient été blessés, eux qui apparemment n'avaient fait aucun mal à Nick. Ses amis, avec qui il avait passé du temps cette nuit malheureuse, ont confirmé avoir entendu Nick dire plusieurs fois en plaisantant qu'il ferait du mal à sa famille. Il disait qu'il détestait ses parents. Cependant, personne n'a pris ses paroles au sérieux. De nombreux camarades de classe ont entendu ces histoires sur le fait qu'il ne pouvait plus supporter le traitement dur de son père et la pression psychologique. En même temps, la plupart décrivaient Nick comme un élève assidu, un garçon calme et de bonne nature. Néanmoins, ses amis proches connaissaient aussi un autre côté de sa personnalité. En dehors de l'école, le jeune homme traitait souvent rudement ses jeunes frères, prenait de l'alcool en cachette dans le bar de son père et utilisait la voiture familiale sans permission. De plus, il s'est avéré qu'il se comportait également de manière inappropriée envers des étrangers. En particulier, il montrait de l'agressivité envers les élèves plus jeunes et les personnes ayant des besoins spéciaux. Comme on l'a appris plus tard, après les événements tragiques et son retour chez son ami, Nicolas a commencé à inviter des camarades à une fête chez lui. Sa réalisation devait coïncider avec le moment où ce qui s'était passé serait découvert. Évidemment, l'adolescent essayait de cette manière de détourner les soupçons de lui-même. En fait, des adolescents de l'école ont commencé à venir ici pendant que les criminologues travaillaient dans la maison des Browning. Nicolas les avait invités à une fête. Ils ont tous été choqués quand ils ont appris la vraie raison de son annulation. Finalement, Nicolas n'a pas résisté à la pression et s'est révélé. Il a avoué sa participation aux événements tragiques de la famille, mais a raconté une histoire totalement invraisemblable. Il a tout expliqué par une crise de colère inattendue qu'il n'a pas pu gérer. Nicolas a également montré aux forces de l'ordre l'endroit où il avait caché l'équipement. Il a été trouvé dans les buissons sur la propriété des Browning. L'enquête a confirmé que cette arme était exactement celle utilisée cette nuit fatidique et des traces d'ADN du suspect y ont été trouvées. Par conséquent, Nicolas a été officiellement inculpé de 4 crimes particulièrement graves. De nombreuses connaissances percevaient Nicolas de manière si positive qu'après l'incident, elles ont envoyé à plusieurs reprises des demandes de clémence au tribunal. L'une de ces lettres provenait de son grand-père. Il affirmait que son petit-fils avait souffert pendant des années du traitement sévère de son père. Certains refusaient même de croire que Nick était impliqué dans cet horrible incident. Dans l'attente du procès, quelques jours avant son début, Nick était en détention et parlait au téléphone avec un ami. Bien sûr, la conversation a été interceptée. Au cours de la discussion, le jeune homme a plaisanté sur la possibilité de s'échapper. On avait l'impression qu'il n'avait toujours pas compris la gravité de son acte. Cependant, lors des audiences, la situation a changé radicalement. À un moment donné, Nicolas n'a pas pu contenir ses émotions, s'est adressé en larmes à ses proches et a exprimé son profond regret pour ce qui s'était passé. Au cours du procès, l'accusation et la défense ont présenté 2 images opposées de la personnalité de Nicolas. Les procureurs ont souligné la discordance entre son image publique et les déclarations des témoins sur ses penchants cachés. Les avocats, en revanche, ont mis en avant les aspects positifs du jeune homme, ses réussites académiques, son engagement chez les scouts et son attitude active envers la vie.
L'état émotionnel de Nicolas au tribunal était si instable qu'il n'a pas été en mesure de lire lui-même son discours d'excuses. Son avocat a dû s'en charger. Cependant, plus tard, lors d'une conversation téléphonique avec sa petite amie Stéphanie, le jeune homme a exprimé des sentiments très différents et a montré une attitude négative envers le système judiciaire. L'un des amis de l'accusé, Ryan, a émis l'hypothèse d'un motif financier derrière l'incident. Il a souligné la richesse de la famille et l'existence d'une assurance, ce qui aurait pu assurer à Nicolas le droit exclusif à l'héritage. La défense de Nicolas a pris un tournant inattendu lorsqu'il a commencé à parler de traitements inappropriés de la part de ses deux parents. Alors que la sévérité du père semblait crédible, les accusations contre la mère ont été accueillies avec une méfiance générale. Les Browning avaient dans la réputation d'être des membres respectés et estimés de la société. Personne dans leur entourage n'avait remarqué de signes d'abus physiques envers Nicolas ou d'épisodes de pression psychologique. Cependant, des amis proches de la famille ont noté que le comportement de l'adolescent était devenu de plus en plus incontrôlable et imprévisible ces derniers temps, ce qui inquiétait ses deux parents. La tentative de la défense de plaider l'irresponsabilité mentale de Nicolas a été rapidement rejetée. Lors des entretiens avec les enquêteurs, le jeune homme n'a montré aucun signe de déviation mentale et il n'y avait pas de cas documentés de troubles ou de problèmes de santé mentale dans son passé. À ce moment-là, l'avocat de Nick insistait pour placer l'adolescent dans un établissement spécial avec un programme de réhabilitation pour mineurs. L'avocat a souligné que les motifs du jeune homme ne semblaient pas convaincants. Même s'il s'agissait d'un avantage financier, il n'aurait pas pu en profiter avant d'atteindre la majorité. De plus, par ses actions, Nick s'est condamné à une vie dans un orphelinat ou avec des familles d'accueil, ce qui pourrait s'avérer encore plus difficile que la situation qu'il a décrite en parlant des problèmes dans sa famille. Malgré les arguments de la défense, une expertise médicale a déclaré l'adolescent apte à être jugé. Cela a privé l'avocat de la possibilité de construire la défense sur la base de l'état mental de son client. Compte tenu de la gravité des accusations, la position de Nick est devenue extrêmement vulnérable. Cependant, son jeune âge excluait l'application des mesures punitives les plus sévères. En janvier 2009, Nicolas a conclu un accord avec le procureur et a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation. Le tribunal a prononcé la sentence. 4 peines de prison à vie, dont 2 devaient être purgées consécutivement. En raison de son jeune âge et de son aveu de culpabilité, Nick a reçu la possibilité de demander une libération conditionnelle en 2031, après 23 ans d'emprisonnement. La condition principale pour maintenir ce droit est un comportement exemplaire. Actuellement, Nicolas Browning purge sa peine dans l'établissement correctionnel de Cumberland, dans l'État du Maryland. En 2014, sa demande de révision de la sentence a été rejetée. Il est important de noter que la libération des personnes purgeant une peine de prison à vie nécessite l'approbation du gouverneur de l'État. Cependant, depuis 1994, il n'y a pas eu de tel cas, ce qui remet en question la possibilité de libération de Nick. À l'été 2022, Nicolas, âgé de 30 ans, a créé un profil sur un site de rencontre et a ajouté ses photos. Son objectif était de trouver des interlocuteurs pour une communication confidentielle. Dans son profil, il a parlé de ses réalisations. Pendant son incarcération, il a non seulement terminé ses études secondaires, mais a également obtenu un baccalauréat et travaille maintenant sur son MBA. Il termine son histoire par ces mots : « J'ai fait de mon mieux pour créer une sorte de vie ici. J'ai eu une chance incroyable d'avoir des amis qui m'ont tant appris et m'ont montré tant d'amour. Ils m'ont aidé à grandir au-delà de l'enfant effrayé, en colère et brisé que j'étais.